Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes à l'époque de Charles Quint qui vient d'être élu empereur du Saint-Empire romain germanique. Il est en train de l'être même, et nous sommes sur les pas de Christophe Colomb qui, en 1492, rappelez-vous, a découvert le Nouveau Monde. Il ne le savait même pas d'ailleurs. Depuis, bien des conquistadors, comme un vol de Gerfaut hors du charnier natal, disait Heredia, sont partis sur ses traces, et parmi eux, un Espagnol de 33 ans, il s'appelle Hernán Cortés, et il arrive du côté de la pointe du Yucatan, vous savez, cette avancée vers le nord du continent, du sous-continent. Ce Yucatan est là, sous les yeux d'Hernán Cortés, en février 1519. Il n'y a pas beaucoup de monde avec Cortés. 500 Espagnols qui avancent très rapidement. En quelques mois seulement, ils se feraient un grand chemin dans ce territoire qui, jusqu'alors, n'avait pas été exploré par les Occidentaux. Et ce territoire en question est loin d'être désert, puisqu'il est peuplé par 25 millions d'âmes. C'est ça qui est extraordinaire. J'ai vécu les armes à la main. C'est Cortés lui-même qui souligne l'importance de son expédition. J'ai exposé ma personne à 1000 dangers, grandi le nom de mon roi, accru son domaine en plaçant sous son sceptre d'immenses royaumes de peuples étrangers sans aucune aide. La vérité, c'est qu'il a surtout mis fin à l'un des plus extraordinaires empires précolombiens, l'immense empire aztèque, dont on doit pouvoir dire, au milieu de pas mal de zones d'ombre, qu'il était quelque chose d'assez grandiose. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, ce qui est assez étonnant dans cette expédition, c'est que Cortés soit parti à l'aventure sans le soutien officiel des autorités espagnoles. C'est plus tard, devant la réussite de son épopée, que la cour d'Espagne, évidemment, essaiera de rattraper le coup et lui décernera bien des honneurs. Avant que Cortés ne foule le sol mexicain, 2 expéditions avaient été tentées. Depuis la découverte de Colomb, les Espagnols ont colonisé les Caraïbes. Cuba est ainsi à la tête de pont de ses conquêtes. Et l'île est dirigée par un gouverneur qui s'appelle Diego Velázquez, exactement l'homonyme du grand peintre. Il est convaincu, Velázquez, qu'il faut aller plus loin. En 1502, Christophe Colomb avait déjà tenté d'explorer les côtes d'Amérique centrale dans le golfe du Honduras, et là il se trouve qu'il avait croisé, un peu par hasard, par définition, il avait croisé à bord d'un grand canoë quelques Mayas, mais on en était resté là. Et dans le même temps, les ressources conquises sur les premières îles que les Espagnols avaient colonisées, l'actuel Haïti qu'on appelait Hispaniola, et puis bien sûr Cuba, ces ressources ont fini par s'épuiser, et donc on cherchait des métaux précieux. N'oubliez pas le but même de toute cette conquête, on cherche de l'or et de l'argent. Velázquez confie à Hernández de Córdoba, qui est un soldat de métier, une première expédition qui a lieu en février 1517, avec là encore très peu d'hommes, une centaine d'hommes sur 3 bateaux, qui vont débarquer sur ce qu'ils appellent l'Isla de Mujeres, à proximité du Yucatan. On se rapproche évidemment du but, si je puis dire, enfin un but qui signerait lui-même. L'équipage découvre que les populations locales ont construit des habitations beaucoup plus évoluées que ce qu'on avait eu l'occasion de voir jusqu'alors, et notamment des temples splendides, et ils décident de poursuivre cette aventure, sauf qu'à ce moment-là, alors qu'ils approchent de la côte mexicaine, ils sont attaqués par des Mayas. Cordoba utilise l'artillerie de ses navires, mais il doit constater des pertes importantes, et donc il rebrousse chemin. Et pour autant, Velázquez n'en reste pas là. 1 an plus tard, il confie une autre expédition, cette fois à son neveu, qui s'appelle Juan de Grijalva. L'équipage est un petit peu plus important. Cette fois, il y a 200 hommes, le double, 4 bateaux. On est en avril 1518. On atteint les côtes mexicaines. Mais ça encore, c'est assez décevant pour le gouverneur au regard de tout ce qu'il espérait. Les richesses qu'on rapporte sont assez modestes. Et voilà comment donc entre en scène notre fameux Hernán Cortés. On va lui confier les clés d'une 3e expédition. Alors,
Il faut voir d'où il est issu, ce Cortés. Il vient d'une petite noblesse, c'est un obro, c'est un hidalgo. Il est né à Medellín, ville qui appartient au royaume de Castille, et après avoir été apprenti notaire, il a décidé d'épouser la carrière militaire et de s'embarquer pour le Nouveau Monde. Il fait partie de ceux qui veulent trouver de la gloire et des richesses de l'autre côté, là-bas, du grand océan. Il arrive à Hispaniola en 1504, il a 19 ans. Il a tout de suite une concession de terre avec quelques Indiens pour la travailler. Parlons d'esclavage, n'hésitons pas à dire les choses comme elles sont. Il va s'accoutumer à cette vie antillaise et à ses cultures, à ses traditions. Il commence à connaître les peuples qui vivent là et il suit de très près le résultat des entreprises qui sont menées vers le Mexique. Alors, il faut dire qu'il a fait des études à l'université de Salamanque, c'est un homme habile, qui sait négocier, qui a des références. Il n'a jamais commandé d'hommes encore, mais il est assez facile, et c'est ce que va faire Velázquez, de reconnaître en lui des qualités évidentes. Et donc, le 25 octobre 1518, il a les instructions de la mission qu'on lui a confiée. En à peine 2 semaines, il rassemble 300 hommes, 3 bateaux. Généralement, il faut des mois pour arriver à monter toute cette logistique. Ça suscite quand même un peu la méfiance des autorités espagnoles qui s'imaginent Cortés partir pour une campagne militaire de grande ampleur alors que l'objectif initial, c'était une simple mission de reconnaissance. Le gouverneur, au dernier moment, essaie même de liquider ce projet. Il se dit que cette expédition est un petit peu mal partie, risque de lui échapper. Mais Cortés tient son monde et son affaire. Il rassemble sa flotte, 11 bateaux finalement, avec à bord plus de 500 Européens, des pièces d'artillerie, là une dizaine de bombardes. Et pour la première fois, on embarque des chevaux, très importants, vous allez voir. Il y a aussi des chiens de combat qui complètent l'expédition. Et puis, alors, on a pris avec soi toutes sortes de bains-blotteries pour faire des cadeaux pour les habitants locaux. Le 15 février 1519, cet équipage, donc, je vous l'ai dit, pas le 15, pardon, le 18 février, l'équipage s'approche des côtes du Yucatan. On fait escale sur une île qui est Cozumel. Et là, on échange avec des Mayas, et c'est à ce moment-là que se produit l'improbable. Un homme qui a toute l'apparence d'un local, d'un Indien, s'adresse en espagnol à Cortés, qui est complètement sidéré. Cet homme, c'est Jerónimo de Aguilar. Il s'est échoué sur cette île quelques années auparavant, après que son embarcation avait dérivé. Tout son équipage à l'époque a été massacré par les Mayas, mais lui a pu en réchapper, ainsi qu'un de ses compagnons, qui s'appelle Gonzalo Guerrero. Et ensuite, il a été capturé, réduit en esclavage, et il s'est adapté à la civilisation locale. Il a appris à parler le maya. C'est donc un interprète, c'est la personne la plus précieuse que pouvait imaginer Cortés dans sa grande aventure. Vous écoutez Radio Classique. Mars 1519, c'est d'une très grande importance ce qui est en train de se passer. C'est la rencontre entre 2 mondes, entre le vieux monde, entre ces Européens qui essaient de conquérir peu à peu le nouveau monde, et en face, ceux qui sont encore les maîtres de la Mésoamérique, grande civilisation. Et Cortés a pris une décision incroyable. Il a fait échouer tous ses navires, il les a ensablés pour envoyer à ces hommes un signal, leur dire qu'il n'était pas question de faire machine arrière. C'est ce qu'on appelle brûler ses vaisseaux d'une certaine manière. La conquête des nouvelles terres doit se faire, quoi qu'il arrive. Elle doit se faire pour la foi chrétienne, ça c'est le grand objectif officiel, mais en fait pour le rayonnement de l'Espagne, ce qui est une façon pudique de dire pour l'enrichissement des caisses du trésor espagnol. Bref, Cortés, avec tous ces hommes, dont certains ont déjà l'expérience de toute la reconquista contre les Maures dans la péninsule natale, tous ces hommes ne font qu'une bouchée de petits îlots de résistance qu'ils rencontrent ça et là. Vous imaginez que en face de leur artillerie, de leur armement moderne, il n'y a que des armes légères, bien sûr. Autre gros avantage, on va capturer assez vite une femme maya, la Malinche, dont j'ai eu l'occasion de vous parler déjà à ce micro. Et il se trouve qu'elle maîtrise toutes sortes de langues, notamment une langue maya locale, et surtout elle parle l'aztèque. C'est très très important parce que dans cette partie de l'Amérique centrale, on ne peut pas dire que les Aztèques aient que des amis, loin de là. C'est une zone en guerre dans laquelle arrive Cortés. Ça aussi, il faut se le représenter. Ils ont contribué à
a beaucoup bousculé les tribus locales, les Aztèques, en développant leur empire. Et ils se sont fait beaucoup d'ennemis qui vont devenir les alliés au moins objectifs des Espagnols. Et avec la Malinche, on peut donc communiquer avec de nouveaux partenaires. Et en avril, Cortés peut justement s'appuyer sur les Totonacs, qui est un des peuples locaux dont il comprend qu'ils sont animés d'un désir de vengeance envers les Aztèques. Il va s'appuyer là-dessus. C'est très important, sinon on ne comprend même pas ce qui se passe en fait. Cortés va établir à Veracruz une garnison dont il est capitaine. C'est un acte légalisé par la présence d'un notaire que le conquérant a pris soin d'embarquer avec lui. Il est très malin, vous voyez. Il a toujours 2 coups d'avance, Cortés. Et la marche à l'intérieur de l'empire Mexica, c'est l'autre nom qu'on donne donc aux Aztèques, qui va donner son nom évidemment au nouveau pays conquis. Cette marche peut commencer avec une progression rendue difficile par de grosses échauffourées, des batailles même, disons-le. En septembre 1519, il y a des embuscades qui sont tendues aux Espagnols et malgré leur très grande infériorité numérique, vous imaginez, ils sont une poignée d'hommes, encore une fois, ils disposent de cette puissance de feu qui fait la différence et qui dégage le chemin vers la principale ville de l'empire aztèque, Tenochtitlan, bien entendu, qu'on appelle aujourd'hui Mexico. À l'époque, la ville se trouve sur une île entourée d'un lac, extraordinaire ensemble urbanistique, c'est une chose absolument inouïe. C'est là que règne Montezuma, donc l'empereur aztèque, qui a été mis au courant bien sûr de l'avancée de l'expédition espagnole, et ce depuis longtemps. Il est extrêmement bien informé, l'empereur aztèque. Le 8 novembre 1519, vous voyez, on a fait un petit peu de chemin. Après des mois de marche à travers cette jungle terrible et au milieu de montagnes qu'il faut escalader, Cortés et ses hommes se présentent donc en surplomb de cette capitale du peuple mexicain. Les Espagnols sont complètement ils sont éberlués par ce qu'ils ont sous les yeux. Une ville grandiose, immense, 10 fois plus peuplée que la plus grande ville européenne de l'époque, qui est Séville. Les conquistadors européens n'arrivent même pas à réaliser que ce qu'ils voient, cette mégalopole, 1 million d'habitants, ils se disent qu'ils sont tout petits, et ils sont très très peu nombreux au milieu de cette extraordinaire, devant en tout cas, au pied devrais-je dire, même s'ils sont en surplomb, de cette extraordinaire cité. Cortés va rencontrer l'empereur Montezuma, qui est un grand homme dont les vêtements brillent, avec tout un cérémonial, bien entendu. Cette rencontre ne se fait pas comme ça. Et les Espagnols sont complètement fascinés par tout ce qu'ils ont autour d'eux, les grandes places, les temples, pyramides, ces espèces de jardins qui ont l'air d'être en suspens partout, et puis les tenues d'apparat des Aztèques qui sont très très portés sur le cérémonial et le protocole. La vérité, c'est que la fascination ne s'exerce pas seulement dans un sens, puisque l'empereur craint ces Espagnols dont la puissance de feu est une chose nouvelle pour lui, bien sûr. Les Aztèques ne connaissent pas l'acier, ils ne connaissent pas la poudre. Pour la première fois, ils voient des chevaux sur lesquels sont juchés des cavaliers. D'ailleurs, ils ont cru dans un premier temps que c'était des divinités qui leur avaient été annoncées, que les chevaux et les cavaliers ne formaient qu'un seul être. Des cadeaux ont été échangés avec une espèce de courtoisie diplomatique à laquelle il ne faut pas se fier, bien entendu. Et l'empereur, ne sachant pas bien comment réagir face à cet envahisseur tellement bien armé, avec cette puissance de feu qui a l'air magique de son point de vue, l'empereur décide officiellement du moins de soumettre au roi d'Espagne. Il a été pris en otage le 14 novembre par Cortés. À partir de là, on va voir gagner en intensité ce qu'il faut appeler la cupidité espagnole, puisque Cortés et ses hommes sont éblouis par les temples et les places, oui, mais ils sont surtout éblouis par l'or, qui a l'air de couler à flot dans cette civilisation. Ils découvrent toutes sortes de ressources qu'ils décident d'emmener en Espagne, les fèves de cacao, ça va donner ce que vous savez, une espèce de folie du chocolat qui ne s'est jamais arrêtée, n'est-ce pas? Et puis des tomates, des poivrons, des avocats, toutes sortes de fruits et légumes qu'on ne connaît pas du tout de l'autre côté de l'océan. Ça va devenir une espèce de pillage, ce qui est en train de s'organiser, au point qu'au bout d'un moment, la population locale, les Mexicas, se disent « mais attendez, c'est pas possible ». Et dans le même temps, le gouverneur Velázquez, lui, n'a pas dit son dernier mot.
il veut appréhender Cortés, dont il considère qu'il a de loin outrepassé sa mission et qu'il est maintenant une sorte de rebelle à la couronne. Le gouverneur de Cuba va donc missionner un certain Panfilo de Narvaez, dont le but va être de prendre le commandement d'une force destinée à mettre Cortés aux arrêts. On avait connu ça déjà avec Christophe Colomb, rappelez-vous. Ce qui veut dire que maintenant Cortés va devoir faire face à deux adversaires, un aztèque qui en a de plus en plus assez de se faire piller sur place et l'autre espagnol qui est en train de progresser. On est là en mai 1520, c'est le point de bascule de ce qu'on doit pouvoir considérer comme la conquête occidentale du Mexique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Cortés n'a pas du tout l'intention d'obéir au gouverneur de Cuba, à Velázquez. Lui se dit qu'une fois qu'il aura pris possession du territoire et qu'il aura rapporté à la couronne d'Espagne les richesses qu'il a sous les yeux, on ne lui mégotera pas son pouvoir, bien entendu, on le reconnaîtra, quoi qu'il arrive. Et pour essayer de faire face à cette avancée de Narvaez, eh bien, il décide de quitter Tenochtitlan. Alors, bien sûr, il laisse sur place une petite troupe, et il met à la tête de cette petite force, entre parenthèses, j'aurais pas aimé être à la place des gens en question, parce qu'il voit Cortés repartir avec le gros de ses forces, et à la tête de cette petite troupe espagnole sur place à Tenochtitlan, il y a Pedro de Alvarado, qui n'a pas la finesse, l'intelligence, la compréhension globale d'un Cortés, évidemment. Et alors lui, notamment, il y a une chose qu'il ne tolère pas en bon chrétien qu'il est, ce sont ces sacrifices humains, des cérémonies qui lui glacent le sang, qui le terrifient. Et un jour, il veut carrément s'opposer à une cérémonie de sacrifice. Vous imaginez, ça, c'était pas possible. Ça va créer un véritable massacre à l'encontre de la noblesse locale et ça met le peuple aztèque en fureur, bien entendu. Et on va se mettre à tuer des Espagnols. Bon, de son côté, il peut pas savoir ça. Lui, Cortés est en train de vaincre Narvaez. Il décide, dès qu'il en a fini avec ce corps expéditionnaire cubain, il décide de regagner la capitale. Et là, il découvre l'ampleur des dégâts. Moctezuma, qui a appelé à la fin des combats, est remplacé par celui qui n'est autre que son frère, d'ailleurs, Cuitlahuac, qui est donc un nouveau chef aztèque. Cuitlahuac a décidé de mener une guerre totale aux Espagnols, qui, eux, essaient d'utiliser Moctezuma pour ramener le calme, mais rien à faire. L'empereur déchu est finalement tué le 30 juin et les Espagnols sont beaucoup trop peu nombreux pour faire face à ce qui est un soulèvement en masse des Aztèques, qui sont d'ailleurs piégés dans le palais royal. Il va y avoir une retraite, mais qui va être une retraite dans le sang, quelque chose d'absolument horrible et qui restera dans l'histoire sous le nom de Triste Nuit, la Noche Triste. Franck Ferrand sur Radio Classique. Débâcle militaire, donc Cortés va perdre la moitié de son effectif et les trésors qu'il avait accumulés. Il se retire comme il peut dans les montagnes, alors que les Aztèques essaient de les poursuivre. Et Cortés va tout de même pouvoir compter sur l'envoi de renforts depuis la mer. Il reconstitue des forces. Il va de nouveau remporter des batailles importantes. Il prend la ville de Texcoco le 31 décembre 1520. Et dans le même temps, les Aztèques sont littéralement balayés par un mal bien plus redoutable que tout ce qu'avaient pu apporter les Espagnols dans leur armurerie. C'est la variole. Vous savez, cette variole qui est arrivée avec les bateaux occidentaux et qui va décimer la moitié des populations locales en quelques mois. D'ailleurs, le nouvel empereur va mourir à son tour, remplacé par Cuauhtémoc. Cette épreuve, c'est l'aubaine qu'attendait Cortés, bien sûr, qui va pouvoir se présenter de nouveau devant Tenochtitlan. On est là en avril 21. Avec lui, il y a 700 fantassins, 118 arbalétriers et arquebusiers. Ce sont ces derniers qui font le plus d'effet, bien sûr. 86 chevaux, 18 canons. Et puis, c'est le moment qu'on choisit un certain nombre de cités vassales d'un empire aztèque qui avait eu du mal déjà à s'imposer depuis trop peu de temps. C'est le moment que choisissent les cités en question pour se soulever contre les Aztèques. Et ça, Cortés va en profiter, bien entendu. Le 28 avril de cette année 1521, il avance donc ses pions avec l'efficacité redoutable que vous avez comprise. Il avance sur la capitale. Il a pour lui une flotte de 13 navires qu'il a réussi à faire construire et transporter à bras d'hommes à travers les terres
aventure complètement extraordinaire d'ailleurs. C'était les bateaux qu'il avait décidé de détruire partiellement à Veracruz, qu'il avait laissé 2 ans plus tôt et qu'on a remanié, si je puis dire. Les assauts espagnols appuyés par des forces indigènes locales sont très violents et la résistance pourtant des Aztèques, du peuple mexicain, est une résistance incroyable, héroïque, jusqu'au bout. D'ailleurs, ça va impressionner Cortés et ceux qui l'accompagnent. Bataille qui dure des mois. Cortés lui-même sera un temps capturé avant que ses hommes n'arrivent à le délivrer. Les Aztèques se rendent coupables de crimes terribles à l'égard des Espagnols, ce qui évidemment attise la fureur des Espagnols. Et finalement, le 13 août, Tenochtitlan est définitivement soumise. Elle est conquise et cette civilisation est donc morte. Cortés va pouvoir se consacrer à une reconstruction. Il établit là le pouvoir espagnol. Celui qui est le tout nouvel empereur du Saint-Empire, mais qui n'en est pas moins toujours roi des Espagnes, Charles Quint, le nomme gouverneur et capitaine général des terres conquises. Là, on est le 15 octobre 1522, consécration pour Hernán Cortés, qui avait parfaitement compris ce dont il était question. Maintenant, c'est l'heure des administrateurs qui arrivent par plein bateau. Évidemment, l'administration royale espagnole est en train de mettre de l'ordre dans tout ça. On en voit aussi beaucoup de prêtres chargés d'évangéliser les populations locales. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est la grande colonisation espagnole du sud du continent américain. On n'en est pas encore tout à fait là. C'est le début, disons, mais pour les Aztèques, ce n'est même plus la fin. Les Aztèques appartiennent définitivement au passé de l'humanité. Vous écoutez Radio Classique.